Alors, j'en arrive à mon deuxième point. Ça va? J'en arrive à mon deuxième point. Mais c'est quoi le problème majeur de l'accompagnement palliatif? C'est-à-dire ces situations de personnes qui les placent en état d'immotilité, d'impossibilité à bouger, et donc qui les immobilisent. Et vous pouvez le voir de plus en plus, je ne sais pas si vous en êtes, si vous regardez cette littérature, mais de plus en plus, on voit se développer ce substantif verbal qui est le rester. Les gens qui restent. Et qu'est-ce qui se passe quand on reste dans un dispositif ou qu'on passe de l'un à l'autre? C'est-à-dire la fiction est un déplacement latéral et pas un déplacement vertical, si j'ose dire. Eh bien, il me semble que le problème majeur, c'est le défi majeur, c'est comment on peut soutenir, comment on peut aider à recouvrer de la capacité à agir quand les situations dans lesquelles on est, les trajectoires que l'on a vécues, les retours des institutions et de l'environnement nous placent dans, alors j'ai utilisé ce terme, je ne l'ai pas mis, oui j'ai mis là-haut, ce terme barbare, le terme aux limites de l'agissabilité, c'est-à-dire aux limites de la possibilité d'agir. Les personnes ne sont pas en capacité d'agir, ne peuvent plus agir, et pourtant on va leur demander d'agir. On va leur demander de retrouver de la capacité à agir, quand justement ce qui leur fait défaut, c'est la possibilité d'agir. Donc c'est ça le défi le plus important. Alors, comment s'en sortir? Comment sortir de ce piège? Sinon, effectivement, l'accompagnement palliatif serait véritablement, au sens fort du terme, un accompagnement qui viserait en quelque sorte à être entre guillemets, un mouroir social en tant que tel. C'est pas ça l'idée du tout. C'est l'idée de ne pas projeter d'abord. Parce que les personnes ne sont pas en état de projeter, ne sont pas en état de construire des futurs, ne sont pas en état de construire de l'ailleurs. Et mon hypothèse, c'est ce que j'ai appelé l'hypothèse de l'agir faible. Cette idée d'hypothèse d'agir faible, alors j'ai eu des longues discussions avec des collègues qui, eux, travaillent beaucoup avec l'idée d'acteurs faibles. Et moi, je voudrais essayer de dire, ça ne m'intéresse pas les acteurs faibles. Les acteurs affaiblis. Bien sûr que ces acteurs sont affaiblis par leur histoire, par leur situation. Mais sur le fond, si je pars de ça, je rabats le problème sur les individus. Autrement dit, moi qui voulais partir d'une vision non déficitaire, en disant qu'ils sont affaiblis, je suis obligé de faire réintroduire ce que j'avais par la fenêtre, ce que j'avais chassé par la porte. Et donc, si l'on part de l'idée qu'on a affaire à des acteurs limités, affaiblis, tout ce qu'on veut, on tourne en rond et on n'arrive pas à sortir du problème analytique. Dès lors, ce qui me semble important de comprendre, c'est que les contextes, les situations dans lesquelles se trouvent ces personnes sont des situations, alors dans certains de mes textes j'ai appelé de vulnérabilité, dans d'autres d'inquiétude, de non-quiétude, c'est-à-dire des situations qui ont des propriétés sur la manière dont on peut agir. Il y a une idée simple, sociologiquement parlant, c'est que les contextes d'action définissent ou impactent les modalités de l'action. Je n'agis pas de la même manière selon les contextes dans lesquels je suis. Cette idée, elle est basique. Eh bien, si on la reprend, on va dire, il y a des contextes. Les contextes dans lesquels se trouvent ces personnes ont des particularités. Et ce sont ces particularités qui vont justement les empêcher de libérer leurs possibilités. Donc, je les appelle contexte de vulnérabilité ou contexte d'inquiétude, c'est la même idée. Qu'est-ce que c'est que ce type de contexte? Alors j'ai essayé de le qualifier en cherchant un peu, en essayant de dire ce que serait une action qui ne serait pas justement située dans un contexte de vulnérabilité, mais dans d'autres contextes. Et il me semble qu'on peut le qualifier en mobilisant 4 registres. Le premier, c'est alors l'absence ou la faible présence à l'esprit des individus de l'existence de règles. Or, vous le savez, pour agir,
Les règles sont une ressource. S'il n'y a pas de règles, on ne peut pas agir. Souvenez-vous quand vous étiez petit ou petite, première chose que vous faisiez quand vous jouiez avec vos camarades, on dirait que. Autrement dit, on définissait le champ du jeu avec un minimum de règles. S'il n'y a pas de règles, pensez à des jeux de cartes auxquels vous jouez, s'il n'y a pas de règles, si toutes les cartes se valent, s'il n'y a pas de hiérarchie, s'il n'y a pas d'atout, s'il n'y a pas, etc., vous ne pouvez pas jouer. Le jeu est injouable, vous ne savez pas jouer. Je vais prendre un exemple tout à l'heure. S'il y a un déficit de règles, ça impacte fortement la nature de l'action, puisque je ne peux plus m'appuyer sur les règles pour agir. Bien sûr, les règles me limitent, mais ce sont des ressources. Et dans certains cas, les règles sont même les ressources qui me permettront de transformer les règles. L'exemple de la démocratie, par exemple. Deuxième idée, s'il n'y a pas de règles, comment peut-il y avoir de buts? S'il n'y a pas de règles, je ne sais pas ce que c'est que gagner. Si les cartes n'ont pas de valeur, s'il n'y a pas d'atout, etc. Le but lui-même ne devient pas clair. Je ne sais plus comment gagner. S'il n'y a pas de but, paradoxalement, je ne peux pas savoir ce qu'est une ressource. Ça paraît bête, mais ça n'existe pas, les ressources en soi. Les ressources, c'est toujours rattaché à des buts. Je peux courir très vite, très très vite. Bolt à côté de moi, c'est rien du tout. Mais sur le fond, s'il y a le feu là qui se déclare dans le bâtiment, ce n'est pas une ressource de courir vite. Ça ne me sert à rien. Les ressources sont des ressources, les compétences sont des ressources si elles sont mises en rapport avec des objectifs particuliers. Si j'ai besoin de courir, effectivement, être capable de courir vite, ça peut être utile. Dans d'autres cas, ça n'a aucune utilité de courir vite. Donc, s'il n'y a pas de but clair, comment des compétences, comment des qualités, comment des capacités pourraient être transformables, mobilisables comme des ressources? Et la dernière idée, si je n'ai pas d'objectif clair, si je n'ai pas de règles claires, si je n'ai pas de ressources claires, comment je peux anticiper les effets de mon action? Comment je suis capable de savoir si j'ai les moyens d'agir de façon, entre guillemets, positive pour moi, ou si au contraire je n'ai pas les moyens d'agir et que l'action se retournera contre moi en tant que telle. Donc, j'y vais très vite, déficit de règles, caractère flou des objectifs, impossibilité d'apprécier les ressources et incapacité d'anticiper les effets. J'ai travaillé là-dessus il y a quelques années avec des étudiants. On avait, dans le cadre d'un séminaire, on travaillait là-dessus. Puis à chaque fois, ils me disaient, c'est très sympa ce que vous êtes en train de thématiser, c'est un peu abstrait, puis on ne trouve pas comment on pourrait illustrer ça. Puis un jour, il y en a une qui est arrivée, puis elle a dit, j'ai une idée, en regardant la télé hier. Alors excusez-moi, ça date un peu, mais sans vouloir vous faire offense, je pense que vous avez l'âge d'avoir pu regarder cette émission de télévision. C'est le maillon faible. Je ne sais pas si vous voyez de quel jeu il s'agit. Ce jeu où, en gros, on pose des questions à une équipe, et puis quand il y a un échec, l'équipe décide qui elle doit éliminer, avec comme résultat final qu'à un moment donné, il y aura un gagnant qui empochera tout. Et les étudiants me disaient, mais on est dans un contexte d'incertitude. Qu'est-ce que c'est que savoir jouer dans un tel jeu? Être bon? Oui, au début, il vaut mieux être bon parce qu'on est beaucoup pour faire en sorte que, ma foi, on engrange du fric et qu'il y en ait dans la cagnotte et que ça monte. Mais à un moment donné, il ne faut pas être trop bon. Parce que si on est trop bon, nos petits camarades, ils vont se dire à un moment donné, il devient dangereux. Et si on est trop bon, on se fait éliminer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois montrer ma valeur? Est-ce que je dois taire ma valeur? À quel moment je dois la montrer? À quel moment je dois la taire? Etc. Alors, ce n'est pas tout à fait juste par rapport à l'exemple que je donne. Bien sûr, puisque là, il y a un objectif qui est d'empocher l'argent. Bien sûr, on va savoir si l'imprévisibilité des effets, non, ça ne marche pas là. Je suis capable de percevoir. Mais quand même,
Vous comprenez ce que j'essaye de dire? L'absence de règles peut faire en sorte que l'action devient impossible ou devient aléatoire et que je ne sais pas si elle va se retourner ou pas contre moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'agir dans de telles conditions? Quand on est dans un contexte de vulnérabilité, quand les buts ne sont pas clairs, quand les règles ne sont pas présentes à l'esprit, quand les ressources ne sont pas identifiables et les effets pas anticipables, eh bien, il me semble qu'il faut basculer complètement notre schéma de pensée. Nous, quand on agit, la plupart du temps, en tout cas, quand on essaye de rendre compte de notre action, on essaye toujours de le faire à partir d'un principe que j'appellerais l'action stratégique. C'est-à-dire, j'ai un but clair, j'identifie par rapport à ce but les ressources dont j'ai besoin, j'évalue si j'ai ces ressources, j'évalue si je n'ai pas ces ressources la possibilité de les acquérir, et en fonction de cette évaluation, on va dire moyen-fin, je décide de m'engager, puisque j'ai de bonnes raisons de pouvoir penser que je vais pouvoir atteindre mes objectifs compte tenu de cela. Autrement dit, ce qui est premier, c'est le but. Ce qui est le premier, c'est le had de tout à l'heure d'accompagnement. Mais quand il n'y a pas de had, quand il n'y a pas de but, comment on agit? On agit autrement. Et il faut admettre que probablement, c'est pendant l'action et non pas avant l'action. C'est pendant l'action que les buts se créent et que les ressources également se convertissent, se mobilisent, se révèlent. Autrement dit, c'est par l'action que se construisent les buts et les ressources. Mais qu'est-ce qui va être vital pour pouvoir faire cette opération-là? Eh bien, c'est ce que deux sociologues américains ont appelé dans les phénomènes, alors ils utilisent le terme barbare, d'alternation, quand les gens deviennent autres. Quand, en quelque sorte, là vous me voyez normal, eh bien dans 2 jours je vais me faire moine et ermite. C'est-à-dire je vais devenir réellement un autre, une autre personne. C'est ça leur idée. Je vais rompre avec tous mes schémas d'action et mes schémas de socialisation. Bien, ils nous disent, c'est pas possible, sans ce qu'ils appellent des appareils de conversation. Alors, entendons bien, les appareils de conversation, c'est tout simplement des espaces, des lieux, des personnes, peu importe, qui aident à élaborer, pendant l'action, justement, ces buts et à évaluer ces ressources, à mobiliser ces ressources. Bref, qui aident à prédessiner ce qui est en train de s'élaborer par la discussion, par l'échange, etc. Deuxième idée, qu'est-ce qu'agir dans de telles conditions? Eh bien, très probablement, c'est l'idée que la bonne action, l'action qui sera, et j'insiste, efficace socialement et significative socialement, ça sera une action qui n'aura pas comme modèle la justesse, la conformité. Je respecte les procédures, mon action est conforme, elle est juste, et donc elle est valide. Non, la validité se construit en cours d'action. Elle se construit là aussi parce qu'il y a des autrui significatifs et des structures de plausibilité qui viennent valider en cours d'action des actions, des actes, des activités qui auront été posées. Autrement dit, c'est par une élaboration progressive que l'action prendra de la validité. Et ça n'est pas par une mesure a posteriori ou une référence à une norme a priori. Et puis, la troisième idée, c'est que probablement dans un tel cas de figure, l'acteur est plus acteur que vous et moi. Cette idée m'est venue en lisant une de mes collègues qui appelait ça le paradoxe de l'exclu. Le paradoxe de l'exclu, c'est l'exclu qui est censé, sur le fond, excusez-moi, pour ceux qui le seraient, être moins que nous, avoir moins de capacité, avoir moins de liens, avoir moins... Il est le résultat... ce qui qualifie l'exclusion, c'est une accumulation de moins. Eh bien, elle nous dit paradoxalement, quand il agit l'exclu, il a besoin d'être plus acteur que vous et moi. Pourquoi? Parce qu'il est intégralement pris dans son action. Nous ne sommes jamais intégralement pris dans nos actions.
Là, je suis en train de faire une conférence. J'espère que ça passe bien, que vous trouvez ça intéressant. Ça me flatterait, ça me ferait plaisir. Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas en mourir. Pourquoi je ne vais pas en mourir? Parce que, ma foi, on a des dimensions de notre existence qui sont relativement étanches les unes aux autres. Je vais, je sais pas, écrire un article à partir de ce que je viens de faire, et puis mes collègues trouveront ça peut-être génial. Je vais, puisque ça s'est mal passé, je vais passer le week-end et voir des amis, et puis on va faire une petite fête, et puis j'ai un espace de ma vie qui me fera en quelque sorte penser que s'il y a eu un moment de négativité dans une dimension, la totalité de ma vie n'est pas colonisée par ça. J'en souffre un peu, mais pas totalement. Or, ce qu'elle essaye de nous dire, il y a des situations dans lesquelles les acteurs sont intégralement pris dans leur action. Je vais vous prendre un exemple tout bête, classique, pour vous montrer ça. C'est-à-dire qu'il faut faire une preuve de plus de capacité, d'anticipation, alors même qu'on est dans l'incapacité d'anticiper. Il faut être capable de construire des ressources, alors même qu'on ne sait pas quelles sont les ressources dont on pourrait avoir besoin. L'exemple classique, c'est un sociologue américain, Harold Garfinkel, qui il est intéressé, c'est le père de l'ethnométhodologie, et il est intéressé pour essayer de comprendre comment, parce que c'est son postulat, des groupes construisent des manières de communiquer implicites entre eux. Tous les groupes se comprennent. C'est ce qui caractérise un groupe. Et ils se comprennent parce qu'il y a de la communication qui passe sans qu'on ait besoin de se dire qu'on se comprend. Autrement dit, il y a des règles sur lesquelles ils reposent, ces méthodes qui leur permettent de se comprendre et de pouvoir dès lors agir ensemble. Et toute son œuvre, ça a été de comprendre ces ethnométhodes. Et bien sûr, pour pouvoir les comprendre, c'est son hypothèse, il faut prendre des cas extrêmes. Parce que c'est les moments où, justement, elles sont moins évidentes, ces ethnométhodes. Et il va prendre comme cas de figure, parce que sa femme est psychiatre, elle travaille à San Diego, en Californie, et à l'époque, quand on voulait changer de sexe, on était dans la situation où on devait faire de longs et longs entretiens avec un psychiatre pour qu'il comprenne bien les motivations profondes, etc. Bref, il se dit, mais c'est un truc parfait. Quelqu'un qui, en gros, et c'est ce qu'il va trouver, n'a pas appris, en quelque sorte, à être femme, à communiquer en tant que femme. Si cette personne veut faire une opération et devenir un homme, à un moment donné, elle va être obligée de nous donner à voir comment elle a acquis ces méthodes particulières pour communiquer, alors que, sur le fond, elle ne les avait pas. Et donc, par chance, il y a quelqu'un qui se présente au cabinet de sa femme, et lui, avec toute sa malhonnêteté habituelle, se fait passer et va faire toute une série d'entretiens pendant plusieurs mois avec cette personne en disant « je suis un psychiatre comme ma femme, je suis un collègue », et donc va faire passer les entretiens. Et ce qu'il veut essayer de comprendre, c'est comment on devient femme quand on n'a pas été, en quelque sorte, socialisé comme femme. Et il prend un petit exemple, alors c'est daté, mais il prend un petit exemple. Agnès, donc c'est le cas de cette personne qui est de sexe masculin, mais qui a toujours pensé qu'elle était identitairement une femme, décide de mettre en accord son corps et son identité profonde. Et donc demande à faire cette opération. Et lui, il lui a fait parler de sa vie. Et il lui fait parler notamment de sa relation avec son petit ami, parce qu'Agnès a un petit ami. Le petit ami ne sait pas qu'elle est un homme, mais elle a un petit ami. Et c'est suffisamment sérieux pour que le petit ami ait envie de la présenter à ses parents. Et donc, j'imagine, un beau dimanche midi, il amène la jeune femme chez ses parents pour présenter peut-être ce qu'il imagine être sa future. Évidemment, excusez-moi mesdames d'avoir un peu de ce sarcasme, mais toutes les mamans du monde, quand arrive une intruse au bras de leur fils préféré, la première chose qu'elles vont tester, est-ce qu'elle va bien s'en occuper? Est-ce qu'elle ne va pas le maltraiter? Et la première chose qui compte, c'est le ventre. Est-ce qu'elle va être capable de le nourrir? Or, un homme, maintenant ça a changé, messieurs, vous le savez bien, nous sommes presque des modèles à ce niveau-là, mais presque, il y a encore un peu de travail. Mais à cette époque-là, les hommes ne savent pas cuisiner, n'ont jamais appris à cuisiner, c'est surtout pas leur intérêt. Donc Agnès n'a jamais appris à cuisiner.
Évidemment, la maman prend la jeune fille et lui dit, ben, voilà, qu'est-ce que vous savez faire, bref, comment vous allez le nourrir. Vous comprenez bien, Agnès, si elle dit, je ne sais pas faire la cuisine, elle est disqualifiée comme future bru. Si elle lui dit ça ne m'intéresse pas, j'ai jamais appris, parce que sur le fond, moi j'ai grandi comme garçon, elle est disqualifiée. Donc comment elle peut, en quelque sorte, ne pas dévoiler qu'elle ne sait pas faire la cuisine, continuer à être une future bru présentable, sans savoir faire de la cuisine? Et Agnès va démultiplier sa part de l'acteur en faisant quoi? Ben, tout simplement, par chance, la maman de son petit ami est indonésienne. Alors, c'est légitime qu'une jeune femme américaine, dans les années 50, ne sache pas faire la cuisine indonésienne. C'est normal. Et donc, elle s'intéresse à la cuisine indonésienne. Je ne sais pas la faire, mais ça me ferait plaisir, parce que pour votre fils, je pense que lui, il aimera manger de temps en temps une nourriture indonésienne. Expliquez-moi comment on fait. Je ne suis pas un spécialiste de la cuisine indonésienne, mais j'imagine quand on fait frire, quand on fait un roux, quand on fait un ragoût, ça doit se ressembler. Sur le fond, elle a réussi à apprendre les principes culinaires de base sans dévoiler qu'elle était complètement incompétente en la matière et qu'elle n'avait jamais appris. Elle l'a fait de manière légitime, elle a donc appris sans avoir à dévoiler qu'elle n'avait jamais appris. Démultiplication de la part de l'acteur, vous le voyez, eh bien c'est la même idée. Elle est obligée en situation de trouver une manière de pouvoir construire du sens à une action sans savoir comment agir. Alors, si j'essaie d'aller plus loin dans l'idée d'agir faible, et si j'essaie de le décomposer, si on imagine que les situations dans lesquelles sont les personnes auxquelles on faisait référence depuis le début de cet exposé sont des situations, on va dire, d'inquiétude, de vulnérabilité, donc des situations malgré tout problématiques. Et donc, que la raison pour laquelle il y a une intervention, une action de professionnels, c'est pour les aider à ne plus être dans cette situation-là. Et moi, j'ai essayé de dire, mais c'est facile de pouvoir intervenir s'il y a un but clair. C'est beaucoup plus difficile s'il n'y a pas de but clair. Et si, bien sûr, on ne peut pas construire le but à partir d'une imposition, d'une fin qui semblerait désirable, au moins à une institution, mais pas forcément à une personne. Si je vous dis, madame, sortez. Sortez. Vous êtes polie et vous êtes obéissante, et vous sortez. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez? Littéralement, il est impossible de sortir de cette pièce. Parce qu'à partir du moment où vous sortez, ben vous devez faire un choix. Soit vous restez à la porte parce que vous espérez que je vais vous rappeler, après vous avoir un peu sermonné. Soit vous dites, il m'ennuie, je me casse, et puis je vais faire autre chose. Bref, vous ne pouvez pas sortir sans aller quelque part. Et que le problème qui se trouve posé, c'est facile à dire, mais quand vous dites à quelqu'un arrête de boire, et qu'il vous répond pourquoi, le fait d'arrêter n'est pas suffisant. Et donc, dans cette idée-là, il me semble qu'il y a 3 moments à construire dans une telle action. En cours d'action, trouver les ressources, trouver les modalités pour mettre en marche la sortie, ce qui fera que vous voudrez sortir et donc quitter cette situation, ce qui fera que vous voudrez quitter pour aller quelque part, et entre les deux, très probablement, il se passe quelque chose, il se passe l'essentiel, c'est-à-dire de l'oscillation. C'est-à-dire, il se passe quelque chose qui est, on va y revenir tout à l'heure, du temps. Du temps où rien ne se passe, que simplement, justement, la construction du but et des ressources dont je parlais tout à l'heure. Alors, si on admet cette idée, bien, en quelque sorte, on peut transformer, sortir, osciller et aller, on peut les transformer en disant, dès lors, l'agir, il se décompose en 3 dimensions. Une dimension actionniste. Il faut mettre la machine en marche. Pour pouvoir sortir, il faut qu'il y ait un principe actif, un principe d'activation. Quel est le principe d'activation?
très probablement, puisqu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de bonne raison de sortir. Donc les seules bonnes raisons sont des raisons qui doivent être liées à moi-même et pas à une extériorité, c'est-à-dire, dans une certaine façon, je suis obligé de me construire dans une telle situation comme étant justement un autre dont je ne veux plus. Un autre, en quelque sorte, la ressource d'action va être mon altérisation. Je me construis comme un autre. Je ne veux plus d'être dans cette situation-là. Je ne veux plus être buveur. Ce buveur n'est pas moi. Quand je dis je ne veux plus, c'est parce que c'est un autre que moi. Mon vrai moi est ailleurs. Le principe, si vous voulez, qui est au cœur justement de ce moment de réchauffement dont je parlais tout à l'heure, c'est un principe d'altérisation. Un principe de construction d'une altérité dans l'expérience de l'individu. Et moi j'ai beaucoup travaillé avec les toxicodépendants, et c'est frappant de dire « ça n'était pas moi ». Quand ils vous disent « ça n'était pas moi », c'est très clairement le moment où ils ont construit que leur existence ne pouvait pas être rabattue à leur statut ou à leur expérience de consommateur. Une dimension pédagogique. Comment on construit des ressources en cours d'action? Comment on mobilise des ressources? J'y viendrai un petit peu. Mais tout simplement par l'expérience. La seule ressource constitutive de ressources va justement être l'expérience. Sauf que les expériences, ils en ont fait beaucoup. Elles ont toujours été négatives. Donc la seule manière de pouvoir faire que l'expérience puisse être une accumulation, c'est de construire et réussir à produire des expériences réussies. Qui vont être, et c'est pour cela qu'on peut dire, il y a une dimension pédagogique, mais pas éducative, au sens où, étymologique du terme, pour conduire quelqu'un quelque part, mais il y a une dimension d'apprentissage, apprentissage de l'expérience réussie. Et puis la troisième, c'est cette dimension symbolique de production du sens, c'est l'aller. Production du sens, c'est-à-dire je suis obligé de construire du sens dans ma trajectoire, dans mon existence. Et pour pouvoir aller quelque part, je suis obligé de rattacher mon existence à quelque chose que j'ai vécu, à quelque chose de positif que j'ai vécu ou quelque chose de négatif que j'ai vécu, mais je suis obligé de faire du tissage. Le symbolique ici, c'est créer de la ligne, c'est en quelque sorte créer du sens, au double sens de la direction et de la signification. La question des ressources, c'est complexe. Bien sûr, on disait, il n'y a pas de ressources sans objectif. Mais quand on regarde des ressources, ça sert à quoi? Et là, il me semble qu'il faut différencier différents registres. Et alors, j'ai joué avec. Il faut des ressources pour être acteur. Donc, il faut des supports pour soutenir la capacité de l'individu à se constituer comme acteur. L'autre dimension, c'est des ressources pour agir. C'est-à-dire, non seulement il faut que je le soutienne dans son statut d'acteur, mais d'une autre manière, il faut que je crée des appétences, que je mobilise des dispositions à agir. Ce n'est pas le même registre que le support. Et le dernier sont bien sûr des capitaux et des compétences pour agir. Et si on décompose ces trois registres des ressources, ressources pour être acteur, ressources pour agir et ressources pour l'action, eh bien ça nous permet de voir que l'on peut orienter cette question des ressources et que partant de là, on peut la diviser dans un ensemble de catégories qui peuvent être utiles pour soutenir justement cette capacité à agir. Comment on s'approprie des ressources? Ben, il y a plein de moments dans la vie où on s'approprie des ressources, je ne dirais pas par hasard, alors j'ai utilisé le terme par frottement, tout simplement parce qu'on est dans le contexte, tout simplement parce qu'on est là, puis qu'il se passe quelque chose, et ce frottement à des situations, qui sont des situations, alors on peut l'imaginer, valorisantes pour l'individu, mais sans pour autant qu'il y ait une action particulière pour s'approprier, mais une sorte d'accumulation lente peut-être, une accumulation non objectivée, mais une accumulation néanmoins réelle. Ce serait comme l'apprentissage passif
d'une langue, tout simplement parce qu'on est dans un lieu où on parle cette langue et qu'on est amené à le faire par frottement. Par, cette fois-ci, recherche délibérée, en tant que tel, mais vous le voyez là, ça présuppose un objectif. Je ne vais pas apprendre le chinois si je n'ai pas le projet d'aller en Chine ou de nouer des rapports commerciaux avec une entreprise chinoise. Je ne vais pas l'apprendre. Je vais apprendre probablement une autre langue parce qu'elle aura un sens et une fin pour moi. Donc, là, difficile d'imaginer qu'il y ait une action qui soit directement d'apprentissage délibéré sans objectif. Et puis, bien sûr, la dimension réflexive, c'est l'expérience réfléchie qui peut être une modalité de constitution des ressources. Et que, autre idée, quand on se penche sur les ressources, il y a probablement 3 opérations distinctes. L'opération qui consiste à les mobiliser, c'est-à-dire j'en ai, mais il faut que je les fasse ressortir. J'en ai, mais il faut que je les convertisse parce que, en quelque sorte, telles quelles, elles ne sont pas utilisables par rapport à l'objectif que je suis en train de construire. Et il faut que je les finalise, en quelque sorte, ces ressources, je dois les mettre en rapport avec un sens que j'essaye de dessiner.